Vous pensez plutôt bien comprendre le français, mais il y a des moments, même après avoir écouté plusieurs fois la même phrase, ça ne veut absolument rien dire. C'est sûrement parce que les Français utilisent beaucoup d'expressions idiomatiques quotidiennement. Certains utilisent toujours des expressions anciennes et d'autres en trouvent des nouvelles. Elles peuvent être bizarres et drôles aussi. Aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 10. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'expressions idiomatiques les plus courantes des Français qui n'ont aucun sens pour vous quand vous les lisez ou quand vous les écoutez. Je vais vous dire pourquoi on les utilise et bien évidemment, je vais vous expliquer ce qu'elles veulent vraiment dire. Alors, il existe presque 1000 expressions idiomatiques en français. Et c'est quoi une expression idiomatique ? C'est une tournure de phrase ou un groupe de mots dont le sens global ne peut pas être compris en se basant uniquement sur le sens littéral de chacun des mots qui la composent. Elle a généralement un sens figuré, souvent ancré dans la culture d'une langue. Allez, on commence avec la première. Et vous allez voir, en France, on aime beaucoup les chats. Donc, première expression, c'est appeler un chat un chat. Appeler un chat un chat. Alors, que veut dire cette expression bizarre ? Dans le langage courant, cette expression signifie être franc et direct, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Par exemple, si quelqu'un se comporte mal, au lieu de faire des allusions ou d'utiliser des messages implicites, on doit appeler un chat et donc dire directement ce qu'il en est. Un exemple de situation, lorsqu'un ami tente de justifier le comportement toxique de son partenaire, on pourrait lui dire « Bon, il faut appeler un chat, cette personne n'est pas pour toi ». Donc, on peut remplacer cette expression par « il faut être sincère ». Bon, il faut être sincère, cette personne n'est pas pour toi. Vous voyez ? En anglais, on utilise la même expression, mais on remplace le chat par a spade, qui veut dire une pelle. Vous savez, l'objet dans le jardin pour retirer la terre. Donc les Français ont décidé que le chat représentait la sincérité. Pourquoi pas ? Bon, en tout cas, vous verrez qu'on reparlera des chats un peu plus tard dans cet épisode. Sinon, est-ce que vous connaissez l'expression « être sur son 31 » ? Ça veut dire être bien habillé. En d'autres mots, sortir ses plus beaux habits. Mais pourquoi 31 ? Cette expression a des origines qui ne sont pas complètement claires. Il y a une théorie intéressante qui devrait expliquer la raison pour laquelle on l'utilise. En fait, certains disent que c'est lié au 31 décembre pour la soirée du Nouvel An, où on doit s'habiller élégamment, mais il n'existe aucune preuve historique confirmant cette origine. C'est plutôt en lien avec le luxe et l'élégance militaire. Cette expression pourrait remonter à l'époque où les uniformes militaires étaient ornés de boutons dorés. Certains disent que les uniformes élégants comprenaient précisément 31 boutons et que le chiffre 31 est ainsi devenu un symbole de l'élégance et du soin apporté à la tenue. Alors vous l'entendez sûrement quand il y a des événements importants de cette manière.
J'ai un rendez-vous galant. Je vais être sur mon 31. D'ailleurs, si vous avez un rendez-vous galant avec peut-être votre futur amoureux ou amoureuse, il existe cette expression « poser un lapin ». Ça veut dire ne pas se présenter à un rendez-vous et ne pas prévenir. Si quelqu'un vous pose un lapin, c'est qu'il vous laisse tout seul sans vous dire qu'il ne viendra pas. Vous avez un rencard à 11h. Alors un rencard, c'est ce qu'on appelle « a date » en anglais. Et la personne avec qui vous avez rendez-vous ne vient pas. Et elle ne vous a même pas envoyé de message pour vous prévenir. Du coup, on dit qu'elle vous pose un lapin. Mais pourquoi un lapin? Est-ce qu'on vous laisse un animal sur les bras? Non, la personne ne vient pas et encore moins elle va vous laisser un vrai petit lapin sur le lieu du rendez-vous. Heureusement. En fait, l'expression a une origine assez intéressante et remonte au XIXe siècle. À cette époque, en argot, poser un lapin signifiait ne rien donner en échange de quelque chose. Cette expression évoquait déjà l'idée de laisser quelqu'un sans récompense ou sans contrepartie, souvent dans un contexte amoureux où un homme promettait quelque chose à une femme sans honorer sa parole. Ensuite, le sens a évolué pour signifier simplement ne pas honorer un rendez-vous ou plus couramment laisser quelqu'un attendre pour rien. De manière imagée, on pose un lapin comme on laisserait une personne plantée toute seule, comme une victime d'un faux espoir. Le choix du mot lapin reste flou, mais certaines théories suggèrent que le terme était utilisé à l'époque pour désigner des comportements trompeurs et décevants. C'est ainsi que l'expression est devenue populaire et reste encore aujourd'hui bien ancrée dans la langue française. Il existe une autre expression qui veut dire la même chose. C'est laisser poireauter quelqu'un. Là, c'est pas le lapin, mais c'est le poireau. Vous savez, le légume. Donc, vous pouvez utiliser les deux expressions de cette manière. Hier, j'avais un rendez-vous avec Paul et il m'a posé un lapin. Ou il m'a laissé poireauter. Mais imaginez, cette fois-ci, vous avez eu un rencard, mais que ça ne s'est pas bien passé. Alors, vous pouvez utiliser l'expression « se prendre un râteau ». Dans le langage courant, cette expression est utilisée pour décrire le fait de se faire rejeter. Et c'est donc surtout utilisé dans un contexte romantique. Imaginez que vous essayez de séduire quelqu'un, mais malheureusement, la personne ne partage pas vos sentiments. Cela, mes amis, c'est se prendre un râteau. Son origine est assez intrigante. Elle évoque l'image d'une personne qui, en marchant, trébuche sur un râteau posé au sol. Ce dernier, en se relevant, la frappe au visage. C'est une métaphore visuelle qui capture le choc et la surprise d'une situation de rejet. Tout comme un râteau qui vous surprend, un rejet peut être inattendu et douloureux. Mais historiquement, cette expression semble avoir pris de l'ampleur dans le langage populaire au cours du XXe siècle. Elle est souvent utilisée dans des conversations amicales, mais aussi dans des films et des séries, ce qui fait qu'elle est très utilisée aujourd'hui. L'utilisation de cette expression ne se limite pas seulement aux rencontres amoureuses. On peut aussi l'appliquer dans d'autres situations sociales, comme lorsqu'on propose une idée qui n'est pas bien accueillie, ou lorsque l'on essaie de convaincre quelqu'un sans succès. Dans ces cas-là, on peut dire qu'on s'est pris un râteau. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'il s'est pris un râteau, vous saurez qu'il parle d'une déception amoureuse ou d'un refus. Et vous vous êtes déjà pris un râteau? Moi, oui, et plus d'une fois. Bon, et après avoir parlé de râteau, passons du jardin à la cuisine avec une autre expression. Et l'expression, c'est « ce n'est pas tes oignons ». Ça signifie « ça ne te regarde pas » ou « ce ne sont pas tes affaires ». Alors l'origine exacte de cette expression, ce n'est pas complètement clair, mais il y a quelques théories. Dans certaines régions et à certaines époques, on utilisait « oignon » pour parler des affaires privées d'une personne. Par exemple, on disait « s'occuper de ses oignons » pour signifier s'occuper de ses propres affaires.
L'expression aurait donc évolué pour dire à quelqu'un de ne pas s'occuper des affaires des autres en utilisant « ce ne sont pas tes oignons ». Une autre théorie suggère que le terme « oignon » évoque une image familière de la cuisine et des tâches ménagères qui appartiennent à chacun. Dire « ce n'est pas tes oignons » revient à dire « reste dans ta cuisine », c'est-à-dire « occupe-toi de tes propres affaires ». Et puis, il y a une troisième théorie qui dit que les oignons, qui font pleurer lorsqu'on les coupe, symbolisent peut-être aussi des situations gênantes ou inconfortables. Dire « ce n'est pas tes oignons » sous-entendrait donc que ce sujet pourrait provoquer des larmes ou des problèmes et que l'autre ferait mieux de ne pas s'en mêler. Sachez que cette expression est familière, il faut donc faire attention à qui vous le dites. Vous pourriez entendre des Français dire « Hé, ça, ce n'est pas tes oignons ». Ça, on évitera de le dire à son chef, par exemple. Et en parlant de chef, vous connaissez l'expression « casser les pieds à quelqu'un ». Si vous traduisez cette expression mot à mot, cela voudrait dire littéralement « briser ou rompre les pieds de quelqu'un ». Mais rassurez-vous, il n'est pas question ici de violence physique. Cette expression est en fait apparue au début du XXe siècle dans l'argot populaire. Avant, on utilisait parfois des expressions similaires comme « casser les bras » ou « casser les oreilles » pour parler d'ennui. Mais « casser les pieds » est celle qui est restée, sûrement parce que l'image des pieds est plus directe et frappante, j'imagine. Quand on dit « casser les pieds » à quelqu'un, cela signifie embêter quelqu'un, l'ennuyer fortement, lui taper sur les nerfs. En anglais, ce serait « to annoy someone ». Imaginez qu'on vous répète encore et encore la même chose, ou qu'on vous demande une faveur sans cesse. Là, on peut dire que la personne vous casse les pieds. L'idée, c'est un peu comme si une personne insistait tellement, ou même qu'on vous harcelait tellement, que cela deviendrait insupportable. Les Français l'utilisent beaucoup pour râler. Par exemple, vous pouvez entendre « ce collègue qui pose toujours les mêmes questions, il commence vraiment à me casser les pieds. » Et le travail, ça fatigue alors, hein. Vous pouvez être donc au bout du rouleau. Une nouvelle expression. Qu'est-ce que ça veut dire être au bout du rouleau ? Eh bien, cette expression est souvent utilisée pour décrire un état d'épuisement. Imaginez que vous êtes complètement fatigué, à bout de nerfs, incapable de continuer après une longue journée de travail ou une période de stress intense. C'est exactement ça, être au bout du rouleau. Mais d'où vient cette expression ? Eh bien, l'origine est assez intéressante. Le mot « rouleau » fait généralement référence à un rouleau de papier, comme du papier toilette ou même du papier d'emballage. Lorsque vous arrivez au bout du rouleau, ça signifie qu'il ne reste plus rien à dérouler. Cela symbolise une situation où vous avez épuisé toutes vos ressources, qu'elles soient physiques ou mentales. Cette image de l'épuisement est très puissante. Être au bout du rouleau évoque non seulement la fatigue, une sorte de vulnérabilité. C'est comme si vous étiez arrivé à un point où vous n'avez plus la force de continuer. Que ce soit au travail, dans vos études, ou même dans des situations personnelles difficiles. Et dans ces moments-là, il ne faut plus réfléchir. Il faut sortir avec ses amis, non ? Mais attention, si vous sortez, buvez avec modération, parce que sinon, vous pourrez avoir la gueule de bois. Cette expression signifie avoir des symptômes de malaise après avoir bu trop d'alcool. En d'autres termes, vous vous réveillez avec un mal de tête, des nausées et une fatigue générale après une soirée bien arrosée. Le mot « gueule » fait référence à la bouche ou à la face, souvent utilisé dans un registre familier. Dans ce contexte, il évoque l'idée de souffrance due à l'ivresse ou à un mal-être. Le terme « bois » pourrait faire référence à la sensation de lourdeur, de fatigue, comme si le visage était devenu rigide ou en bois. Certaines sources suggèrent que l'expression pourrait avoir des racines littéraires, associées à la métaphore de la mort et de la décomposition,
le bois renvoyant à quelque chose de mort ou de figé. C'est une expression qui est devenue une partie intégrante du vocabulaire populaire en France. J'espère donc que vous n'allez pas l'utiliser souvent. Bon, et le lendemain, vous pourrez avoir ce qu'on appelle un chat dans la gorge. Allez, reparlons de chat. Alors, que signifie vraiment avoir un chat dans la gorge ? Dans le langage courant, cette expression désigne le fait d'avoir la voix enrouée ou de rencontrer des difficultés à parler, souvent à cause d'une irritation de la gorge. Vous savez, ce moment où vous essayez de parler, mais votre voix sort à peine, ou bien elle est rauque et désagréable comme ça. Ça arrive souvent après un rhume, une soirée un peu trop festive, ou tout simplement à cause de la sécheresse aussi. Cette expression évoque l'idée d'une gêne ou d'une obstruction, tout comme lorsque vous avez la gorge irritée. Le choix de l'animal est assez curieux. En français, on dit un chat dans la gorge, et en anglais, on dit une grenouille dans la gorge. Je pense que c'est plus probable qu'une grenouille rentre dans une gorge qu'un chat. Mais bon, voilà, j'espère que cet épisode vous a amusé et vous a été utile aussi, bien sûr. Les expressions idiomatiques sont encore toujours beaucoup utilisées par les Français. Elles sont pour la plupart très très bizarres, mais les Français les utilisent aussi pour en faire de l'humour. Si vous avez d'autres expressions bizarres en tête et que vous voulez qu'on en détaille plus, faites-le moi savoir. Peut-être vous en connaissez d'autres ? Et sinon, si vous voulez plus pratiquer le français, je vous invite pour essayer un cours avec moi. Vous le savez, mes cours sont personnalisés à chacun. Donc, pour chaque nouvelle personne qui se présente, sachez que vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, une expression de Marcel Proust. Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. À la semaine prochaine les amis. Ciao.